Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour cette conférence post-déjeuner. Donc on va parler plutôt modèle économique parce qu'on sait aujourd'hui la restauration est quand même dans une période un petit peu délicate. Et donc pour en parler, Denis Imbroisi à côté de moi, donc, qui est connu pour les émissions de télé, Top Chef, Programme des chefs, etc., qui est connu aussi pour ses livres, mais qui a été invité par Food Hotel Tech pour parler de ses restaurants. Alors, Denis, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que ça a commencé, combien de restaurants vous avez, que vous nous racontiez un tout petit peu Parcours. votre parcours. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Je m'appelle Ça a tout de Denis, suite beaucoup plus de charme, hein. italien. Donc ça fait 13 ans que je suis en France, un magnifique pays que j'adore et c'est pour ça que je suis encore d'ailleurs. Et tout a commencé, je dirais, chez moi en Calabre. Donc je viens du sud d'Italie, des parents et des grands-parents restaurateurs aussi, qui m'ont transmis cette passion de la restauration et de la cuisine. Et du coup, pour moi, c'était une évidence continuer, grandir dans ces milieux et aussi ouvrir mes propres restaurants. Comme tu viens de le dire, Sabine, j'ai eu la chance de faire Top Chef en 2012. J'ai travaillé à l'époque auprès d'Alain Ducasse. J'étais un de ses sous-chefs au Jules Verne de la Tour Eiffel. Mais j'avais toujours ce rêve d'ouvrir mon propre restaurant. Et pourquoi la France, justement? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Mon papa m'a mis tout de suite au fourneau. Et pour nous les Italiens, le travail, c'est vraiment quelque chose qui nous équilibre et qui nous donne un peu notre équilibre émotionnel et social. Donc le fait d'aller travailler depuis tout jeune, moi j'allais cueillir les poires et les pommes à 12-13 ans. Et mon papa m'a mis en cuisine à 14 ans avec lui. Et au lieu d'aller jouer au foot avec lui, toi, j'allais travailler avec lui. Et c'est toujours été quelque chose de satisfaisant, déjà au plan émotionnel, mais aussi du fait de pouvoir créer des choses, transformer. Moi, je me rappelle la première recette que j'ai fait, c'était les tomates confites. Donc, j'avais pris des tomates fraîches et je les avais cuites à 90 degrés avec du sucre et du sel. Et ça, pour moi, c'était de la magie. Ça m'a donné vraiment cette envie de continuer là-dedans pour pouvoir apprendre et faire encore d'autres choses. Et, euh, et du coup, la France, parce que j'ai pu faire des stages, j'ai travaillé quand j'étais à l'école hôtelière chez des restaurants étoilés comme per Bellini, Canetto sull'Olio al San Domenico à Imola également. Et donc tous ces chefs étoilés italiens, à chaque fois je leur posais la question, chef, vous avez travaillé où? Tout le monde me répondait en France. Tout le monde chez Rebouchon, chez Alain Ducasse, etc., etc. Et du coup, dans ma tête, automatiquement, je me suis dit, pour être comme eux, ou arriver un peu à être aussi bon qu'eux, il faut que je passe aussi par l'étape française. Et du coup, j'atterris en 2008 au Mirazur en Menton, chez Marocco La Greco, en tant que stagiaire à l'époque. Et je ne parlais pas du tout ni français, mon anglais n'était pas terrible, et les chefs étaient italo-argentins, donc on se comprenait un Difficile, peu, mais avec les voilà, mains, avec les mains. avec les mains. Mais les 3 premiers mois des stages, assez compliqués parce que je me rappelle à un moment pendant le service, il me dit Denis va chercher une aubergine. Donc je vais en chambre froide et je ne savais pas qu'est-ce que c'était une aubergine. En italien, on dit melanzana, l'aubergine. Du coup, je sors de la chambre froide et j'avais des poivrons, des courges et des aubergines. Je lui amène tout sur le pass. Et là, il m'a pris en sympathie, je pense. Du coup, je suis resté presque 3 ans. J'ai beaucoup voyagé avec lui. J'avais 20 ans, 21 ans. Il m'a amené partout dans le monde. Et encore une fois, ça a nourri cette passion de voyager, d'apprendre des langues, d'apprendre des nouveaux types de cuisine. Et forcément, voilà, la France, c'était pour ça. Ça m'a donné accès vraiment à, à une accélération des connaissances incroyables. Et, du coup, j'atterris à Paris et j'intègre les équipes à l'époque des Kitchen Gallery, William Ledoy, avant de pouvoir faire Top Chef. J'ai été casté par des chasseurs de têtes qui chassent des talons, on dit comme ça. Et à la base, j'y vais sans prétention parce que je me suis dit jamais ils vont me prendre, mais je pense qu'ils ont adoré l'accent à l'époque. Et du coup, j'intègre les équipes en 2012, c'était la 3e saison. Les gagnants de cette époque-là, c'était Jean Humbert. Et c'est là où euh, vraiment j'ai vu encore une autre atmosphère, une autre façon de cuisiner. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être cuisinier dans un palace, dans un restaurant, faire des livres sur les réseaux sociaux. Tu peux être un chef de toutes sortes. Ce qui est beau aussi, c'est pouvoir toucher un peu à tout. Ça, j'aime. Comme ça, chaque journée n'est pas la même.
Et c'est de là où à chaque fois j'ai cette envie d'ouvrir mon propre établissement et ne pas travailler pour les autres. Pourquoi justement? Et ensuite, tu reviendras sur les différents établissements. Oui, alors pourquoi? Ça c'est un beau pourquoi, parce que mon père m'a toujours éduqué. Il m'a toujours dit, il faut jamais que tu saches, il faut que jamais que tu sois salarié déjà de base, parce que les salaires, entre guillemets, rendent un peu esclave de ton travail. Et à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, il m'avait offert un livre qui s'appelait Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et ce livre-là m'a vraiment ouvert l'esprit. Je l'ai lu tous les 2-3 ans, je le lis en fait. Je l'offre aussi parfois à des salariés qui sont chez moi, qui partent de chez moi. Je sais, tu me l'as conseillé aussi. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, je vais le conseiller aussi à ma fille. Ça fait partie, je pense, des livres qui peuvent vous donner une dimension différente de l'entrepreneuriat, de la vision du travail, etc. etc. Et les premières fois que j'ai fait mes stages en Italie, mon père disait toujours au propriétaire du restaurant où je faisais les stages, surtout ne le payez pas. Parce que le fait de le payer, ça gratifie son travail et donc du coup, il va venir travailler pour l'argent. Il ne va pas venir travailler pour la passion. Et effectivement, sa démarche à mon père, ça a toujours été celle-ci. Et je trouve que je le remercie aujourd'hui parce qu'effectivement, quand j'ai fait des choses, je le fais pour le plaisir. Et l'argent devient une conséquence après derrière qui vous permet d'aller atteindre d'autres objectifs. Voilà. Et en répondant à ta question, voilà, je pense que ce livre-là m'a vraiment donné envie d'être entrepreneur aujourd'hui. d'accord. Et aujourd'hui, tu as combien d'établissements? Alors, qui m'appartiennent, j'en ai 5 en tout. Et j'en gère 9 parce que j'ai fait du consulting également avec les groupes Accor et avec les Beachcomber à l'île Maurice et aussi Kukushina à Val d'Isère avec les Folies Douces. Donc ça, c'est des consultings et qui m'appartiennent. J'ai Ida qu'on a ouvert en 2015, Epoca dans le 7e arrondissement, Malraux qui est dans le 3e arrondissement de Paris, cuisine méditerranéenne. On a ouvert la table des Mare Gusto en Corse avec un associé qui est notre poissonnier. Et maintenant, depuis 2 mois, Ischia, rue Cauchy, pas loin d'ici d'ailleurs, dans le 15e arrondissement. À savoir que Ida et Ischia, ils m'appartiennent entièrement à 100%. Pour Epoca et Malraux et Table des Mare Gusto, je suis associé à 33%. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions. Si vous voulez être curieux de savoir combien, comment, les banques et tout, posez toutes les questions, je suis là pour ça. D'accord, mais justement, on disait qu'il y a une baisse de la fréquentation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi? Une hausse des coûts, ça, à peu près sur les matières, sur les salaires, etc. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo et ensuite dire comment est-ce que toi, tu travailles pour pouvoir pallier ces difficultés? Alors, ce que je peux vous dire, ça fait maintenant 10 ans, le 13 avril, ça fera 10 ans que j'ai ouvert mon premier établissement, Ida, 117 rue des Vaugirard. Donc, en 10 ans, j'ai toujours vu des hausses et des baisses, et les attentats, et les gilets jaunes, et les grèves, et les Covid. Donc, à chaque fois, il y a une année, une époque. Pour ceux qui me posent la question, ce n'est pas le moment d'ouvrir un restaurant. C'est toujours le bon moment d'ouvrir un restaurant. C'est toujours le bon moment pour se lancer. Il ne faut pas attendre la fin d'une crise ou d'une hypothèse meilleure. Au contraire, il faut toujours se lancer quand on sent que c'est le bon moment. Et en 10 ans, j'ai vu des hausses des prix. J'ai vu des crises, j'ai vu des mois de fréquentation, bien évidemment. Les tout, c'est réadapté, c'est réinventé sans cesse. Et à chaque fois, aller s'intéresser à des choses que parfois on n'a pas envie de faire. Parce que pour un entrepreneur, pour un restaurateur, quand on est sur une bonne route, qu'on a notre chiffre d'affaires qui est constant pendant 6 mois et qu'après on voit une baisse, il faut commencer tout de suite à se renouveler, à faire d'autres choses. Donc comment moi j'arrive à faire ça? Donne-moi déjà la fréquentation. Est-ce que quand même, malgré ton adaptation, est-ce que tu sens quand même une baisse de la fréquentation? Actuellement, en 2024, oui. Ouais. 2025, ça a pris comme avant. 2024, j'ai eu une baisse des fréquentations de 15% pour 3 sur 5 de mes établissements. Donc 3 sur 5, ça veut dire que c'est une grosse tendance, plus que la moitié. Après, la baisse, ça s'explique par pas mal de facteurs. Déjà, les quartiers où est le restaurant. Combien de temps est le restaurant ouvert? L'offre que tu proposes, le prix que tu pratiques, la déco du restaurant, l'animation du restaurant,
ce que tu fais aussi sur les réseaux sociaux, ça aujourd'hui c'est indispensable. La communication aujourd'hui, c'est devenu depuis 3 ans maintenant, depuis 2023-2024, c'est devenu indispensable pour un restaurateur. Au moins que tu sois vraiment hyper bien placé, où tu travailles à 100% à midi et que les soirs tu fais un 50% complet, alors là tu peux te dire je ne fais pas de communication. Mais si tu n'es pas trop bien placé, en fait à chaque fois que j'ai acheté des restaurants pour moi, les premiers que j'ai achetés, vu que je n'avais pas beaucoup les moyens d'acheter des beaux locaux à la bonne adresse, j'ai toujours fait des restaurants de destination. À chaque fois que j'ai créé un restaurant, j'ai m'entoure autour de moi des personnes qui font des analyses, que je paye bien évidemment, pour savoir qui habite dans ces quartiers, combien les foyers gagnent dans ces quartiers, est-ce que c'est résidentiel, est-ce qu'il y a beaucoup de bureaux, quelle offre on peut proposer, c'est quoi le ticket moyen qu'on peut aller chercher, et à partir de là, on construit une offre. Ça veut dire que chacun de tes restaurants, tu les bâtis en fonction de la zone de chalandise. Sauf les premiers. Les premiers que j'ai ouverts, vu que je suis chef cuisinier, quand j'ai ouvert Ida, c'était un restaurant de destination. Vous venez chez Ida pour me voir et pour manger ma cuisine. Donc forcément, tout Paris peut voir et venir pour venir goûter ma cuisine. Quand tu commences à faire du business ou à créer des choses différentes, il faut que tu t'intéresses à d'autres choses. Je ne peux pas me dupliquer, je n'ai pas des frères jumeaux. Donc forcément, il faut aller chercher d'autres choses. D'accord. Et tu travailles aussi beaucoup les boissons, tu m'as dit. Et je pense que c'est un levier aussi sur lequel tu vas accentuer. Donc oui, tout à fait, les boissons. Et d'ailleurs, sous le dernier restaurant, j'ai lancé une collaboration avec Mathias Giroux, l'alchimiste, un magnifique barman. Moi, je l'appelle un peu les parfumeurs. Aujourd'hui, 35% de mes ventes chez Ischia, ce sont des cocktails sans alcool. Ça, c'est incroyable. Et ensuite, effectivement, on élabore une carte des cocktails qui reflète aussi l'offre de la cuisine que je propose. Et qu'à chaque fois qu'il y a un changement des cartes en cuisine, il y a aussi un changement des cartes au niveau des cocktails. Et pareil sous les vins ouverts. Les vins ouverts que nous proposons, à chaque fois, je vais chercher déjà des fournisseurs, des producteurs qui sont intéressants et qui proposent des choses magnifiques. Mais je ne vais pas travailler les mêmes fournisseurs toute l'année. Je fais peut-être un mois, là, à ce moment, je fais un mois de chez Sandrone. Les mois prochains, je vais prendre la ligotée de chez Rouleau. Après, je vais passer sur les Chianti Classico à Vérone. À chaque fois, tous les 3-4 semaines, pareil, je vais chercher un producteur en vente. Donc tous les jours, j'ai des rendez-vous, des actions, des découvertes, des vins, des cocktails. Je m'intéresse énormément. Alors, les réseaux sociaux aident aussi. Internet, Google, ChatGPT, ça aide aussi pour tout ça. Mais les contacts humains, la relation humaine, l'échange, les partages, ça c'est indispensable pour moi. Ça me nourrit tous les jours. D'accord. Et dans l'intitulé de la conférence, il y avait aussi toutes les attentes des consommateurs et comment est-ce qu'on y répond. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi ces attentes-là et justement, c'est quoi ton travail pour pouvoir les satisfaire? Alors, il y a 10 ans, je vais peut-être être un peu extrémiste là-dessus, mais et je ne dis pas que ça marche à 100% ce que je dis maintenant, mais pour ce que je ressens par rapport à mon expérience, il y a 10 ans, un chef pouvait ouvrir un restaurant et pouvait travailler juste en ayant un petit restaurant avec une bonne cuisine. Aujourd'hui, selon moi, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut le cadre qui doit être magnifiquement bien fait, la décoration, tout réfléchir, pourquoi telle chose, l'archi, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi tu as voulu mettre tel matériau, pourquoi les marbres de là-bas. En fait, aujourd'hui, le client, quand il vient chez nous, il ne veut plus que bien manger, il veut que ce soit bien accueilli, donc l'accueil, les services, une belle décoration, la musique, les lumières, la bonne cuisine. Donc ces 3 facteurs, aujourd'hui, sont indispensables parce qu'on a déjà une concurrence qui est grande. Et aussi, parfois, vu qu'il y a des hausses des produits, pour justifier un prix que tu offres un service, par exemple, moi j'ai un ticket moyen chez Ischia de 70 € par personne, c'est justifié par tout ça aussi. Vous avez le cadre, la décoration, l'accueil, tu as l'hôtesse, tu as le chef de rang, le directeur, le sommelier, tu as toute une équipe. Plus tu réduis cette équipe, plus tu dois réduire aussi un petit peu ton ticket moyen. Pareil, si tu n'as pas un art de la table, par exemple, là j'ai investi sur des... Par exemple, parce qu'un client m'a dit, si je viens chez
dans un restaurateur et que je mange dans la vaisselle Ikea, je peux rester chez moi. Même l'art de la table, aujourd'hui, c'est important. C'est pour ça que j'ai investi sur les couverts Christophe, tu vois. Des choses que avant je n'aurais jamais mis de l'argent là-dedans. Et je pense que toutes ces choses-là vont faire si que votre client revient. Parce que vous cochez beaucoup de cases. Si vous faites qu'une bonne cuisine, ok, un bel accueil, ok, une belle déco, ça peut pêcher. Il faut avoir 2 choses sur 3 pour que ça marche. Voilà. D'accord. Et là, tu as parlé aussi du service, de cette importance de l'accueil. Et en même temps, on sait bien qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour recruter du personnel, pour fidéliser du personnel. Tu m'as dit que c'était aussi une de tes problématiques. Voilà. Donc, comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu arrives finalement à faire en sorte qu'ils soient motivés et puis qu'ils puissent restituer ça auprès du client? Alors, c'est une très très belle question. On pourrait en parler presque une journée entière là-dessus. Alors, je consacre aujourd'hui 50% de mon temps au recrutement et à la formation. Et si ce n'est pas moi qui le fais, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place, on aura beaucoup plus de turnover et beaucoup plus moins d'engagement. En fait, le problème d'aujourd'hui, c'est l'engagement. Il y a tellement de facilité. Aujourd'hui, on sort de la porte du restaurant, on va dans l'autre restaurant en face. Pour 100 euros, 200 euros de plus, on va presque changer de travail, tu vois. Et il n'y a plus l'engagement. Et moi, je le vois, mais cet engagement-là, on ne l'a même plus dans la famille, dans la petite copine, dans le petit copain. Dès qu'il y a un problème, on quitte la copine, on change de copine. On ne construit plus quelque chose. Dès que notre batterie de notre iPhone ne marche plus, on va changer l'iPhone. On ne change pas la batterie de l'iPhone. En fait, le vrai problème, c'est l'engagement. Et si tu arrives à passer ces messages dans l'équipe, si tu arrives à donner ta ligne rouge, ta ligne de conduite, les motiver, être là, les écouter, être un peu le père de la famille de ton restaurant, dans ces cas-là, les personnes sont plus accrochées à toi. Et j'arrive à le faire avec les gens qui viennent d'Italie comme moi. Parce qu'effectivement, les Italiens, on a plus besoin d'être, surtout quand tu viens à l'étranger, tu as plus besoin d'être suivi, entre guillemets. Et c'est pour ça que dans mes équipes, surtout en cuisine, il y a beaucoup plus d'Italiens que des Français, par exemple. Donc, ces problèmes-là, je ne l'ai pas en cuisine, je l'ai un peu en salle, où ces métiers des services, ça se perd un petit peu, aussi parce que je trouve, toujours par mon point de vue, bien évidemment, que les métiers de service, c'est un peu mal vu en France. Tout ce qui est artisanat, en fait, presque les mamans d'aujourd'hui ou les papas d'aujourd'hui ne veulent pas que leurs enfants fassent un métier d'artisanat parce que c'est un métier qui est moins noble. On préfère tous que nos enfants fassent que ce soit des banquiers ou des avocats plutôt que des cordonniers ou des cuisiniers, vous voyez. Chose que si vous faites bien à 100% votre métier, les meilleurs cordonniers de France, je pense qu'aujourd'hui, il a un très bon salaire, mieux qu'un banquier, tu vois. Et c'est ce que je dis toujours à tout le monde. Si vos enfants sont heureux, si ma fille demain est heureuse à faire des chaussures, ben, je la pousserai là-dedans. Je ne critiquerai pas ça, je ne dirai pas il faut que tu étudies, il faut que tu ailles faire HEC, la Sorbonne, on s'en fout. Est-ce que tu es heureuse ou pas heureuse? C'est ça le problème. Et je trouve qu'en France, on éduque nos enfants comme quoi le travail est pénible. Tu vois? Et la pénibilité au travail, on parle toujours de ça. Plutôt que parler de construire ou d'avoir un équilibre de vie en travaillant. Moi, je trouve que ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est pas travailler. Je suis en train de partager une expérience. Je suis en train de m'amuser. Tout à l'heure, j'étais d'ailleurs en train de discuter avec d'autres personnes. Pour moi, ça, c'est un kiff. Je dis pas, ah, j'ai travaillé 15 heures aujourd'hui, oh là là. Tu vois, c'est parce que j'ai été éduqué par un père aussi comme ça. Je pense que c'est une question d'éducation. D'accord. Et on est quand même sur le salon de la tech, de la food. Comment est-ce que vous travaillez la tech? Est-ce qu'elle peut apporter des solutions? Oui, ben, énormément. Nous, on a plein de solutions en ce moment. Donc là, avec Iska, on est passé sur Defork. C'est un super système de réservation. Sur les autres établissements, on a ZenChef. On essaie, par exemple, Sixtine, qui est mon bras droit, qui est juste là aussi, on essaie à chaque fois d'intégrer de nouveaux supports, parce que si on reste toujours avec les mêmes personnes, on n'apprendra jamais de nouvelles choses. Tu vois, je pense que chaque compagnie, chaque création, Defork, ZenChef et d'autres, peuvent apporter des idées, des nouvelles outils pour aller chercher d'autres clients. Et l'expérience client, la réservation, la reconfirmation
des messages, la newsletter, la proposition des changements de menu. C'est génial parce que, par exemple, je l'ai fait il y a quelques semaines, j'ai changé la carte, j'ai envoyé par texto à tous mes clients fidèles, vous avez des nouveaux plats à la carte. Et tous les clients fidèles sont revenus avec des nouveaux plats. Tu vois, c'est des piqûres de rappel que parfois, je pense que pas beaucoup de gens font ça. Qui aujourd'hui a envoyé des messages à SMS, hein, pas newsletter, c'est mieux les SMS, ils sont plus lus. La newsletter, aujourd'hui, on l'ouvre même plus presque dans les mails. SMS, tu es presque obligé de le lire à chaque fois que tu reçois un SMS. Le fait d'avoir un message, on a changé la carte, venez goûter les asperges rôties avec Grana Padano et caviar Sturia, par exemple. Donc forcément, le client revient parce qu'il veut la nouveauté. Donc créer la nouveauté, changer tout le temps des choses. Alors certes, vous sortez votre ticket Z de votre caisse, vous regardez vos entrées les plus vendues, les plats les plus vendus. C'est là où vous ne les changez pas parce qu'il y a des clients habitués qui adorent venir manger toujours les mêmes plats, mais 70% des autres clients veulent la nouveauté, veulent goûter, et ce qu'ils adorent, les clients, c'est l'éphémère. Quand vous mettez un produit en éphémère, ils sont tous pressés de venir le goûter. D'accord. Avant de laisser peut-être la parole à la salle, 2025, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu penses aussi continuer d'ouvrir des restaurants comme ça et de mailler la capitale? Alors, je pense que non, mon rêve, c'est de devenir hôtelier. Donc, ouvrir un hôtel un jour au bord de la mer ou d'un lac. Je pense que d'ici quelques années, je commencerai à vendre quelques restaurants pour essayer d'avoir un petit capital pour que la banque puisse me suivre sur un nouveau projet. Donc, ça aussi, c'est important. Et n'ayez pas peur de vendre d'affaires. Ce qui est dingue aussi, ça, je le dis parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure. Je viens d'acheter Ischia, le restaurant de Lignac. On me dit, mais pourquoi Lignac a vendu? Il n'avait pas besoin d'argent. Vous savez, parfois, on ne vend pas des restaurants parce qu'on a besoin d'argent. On vend des restaurants pour avoir un capital, pour acheter autre chose. C'est comme quand on achète un appartement. J'ai vendu mon studio de 10 mètres carrés pour acheter mon appartement de 60 mètres carrés. Il faut un apport en capital. On n'a pas de l'argent qui tombe des murs, tu vois. Donc, quand on vend un restaurant, ce n'est pas parce que ça ne marche pas. C'est parce que peut-être derrière, on a d'autres projets. Donc, ça, je voulais le dire parce que quand dehors m'a dit Lignac a vendu parce qu'il a besoin d'argent. Je dis je pense pas, non, je crois pas. Je pense qu'il a vendu parce qu'il a d'autres choses des prévues à faire. Et donc 2025 Donc 2025. Déjà stabiliser. Alors certes, j'ouvre des restaurants tous les 3 ans. À chaque fois que j'ouvre un restaurant, il faut le stabiliser parce que il faut être dedans. Là, je suis dedans tous les jours. Il faut tout mettre en place, structurer l'équipe, voir les clients, fédérer. Ça, c'est important. Fédérer autant les clients que les équipes et surtout créer la trésorerie. On m'a toujours dit, Alain Ducasse m'a toujours dit, l'art de la guerre, c'est la trésorerie. Si vous avez une bonne trésorerie, rien ne peut vous arriver. Covid, gilets jaunes, peu importe. Grève, guerre de l'Ukraine, la Russie qui envoie un missile, peu importe. Tout ça, si vous avez une forte trésorerie, vous pouvez survivre n'importe où. Donc 2025, ça sera une année pour stabiliser l'affaire que je viens d'acheter. Je suis en train de créer aussi un nouveau livre de cuisine, donc la communication toujours importante. Pareil, chaque 15 mois, 2 ans, je lance un livre pour 2 raisons. La première, parce que ça permet d'ancrer des recettes qu'on crée avec les équipes dans le moment présent. Parce que vu qu'on change tout le temps, on perd parfois les recettes que je faisais il y a 10 ans, on les a perdues. Le fait d'avoir des livres, vous bloquez les recettes à vie. Et les équipes peuvent les utiliser aussi pour s'inspirer. Deuxième chose, c'est la communication et le marketing. À savoir qu'avec un livre, on ne gagne pas des tonnes d'argent. Au moins, si vous vendez 100 000 livres, alors oui. Moi, quand je lance un livre, je lance 10 000 exemplaires, 15 000 exemplaires. Peut-être que je gagne 3 000 à 4 000 euros sur le lancement d'un livre. Mais ce n'est pas pour l'argent que je le fais, c'est pour pouvoir communiquer, pour que les journalistes puissent en parler, pour que je puisse faire des cadeaux à mes clients. Voilà, c'est surtout une question de communication et faire vivre la marque, les restaurants, l'atmosphère et passer le message qu'il faut. D'accord. On va passer peut-être la parole à la salle, mais je voulais juste dire que quand on a travaillé, ce que j'avais bien aimé comme phrase, tu m'as dit chaque problème a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est toi le problème. Et donc, c'est ça. Et ça veut dire aussi toujours se remettre en cause.
Voilà, c'était une des choses que j'ai retenu Exactement. parce que je trouve que ça mérite d'être gardé en mémoire. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour et merci d'être venu, c'est sympa, ça fait plaisir. Alors nous, on est restaurateurs belges. Moi, je suis restaurateur depuis 40 ans, j'ai 57 ans. J'ai un restaurant italien qui s'appelle Ricotta et Parmesan à Bruxelles depuis 25 ans, Bravo. avec mes partenaires. Et est-ce que vous vivez aussi en France la problématique salariale où les gens arrivent, ils se disent moi, je suis le champion du monde, je vaux 3 000 € par mois, mais je ne sais rien faire, mais il faut me les payer. Et alors, je te dis, jeudi, j'ai tricot, samedi, j'ai piscine. Vous faites quoi avec ce genre de personnage? Ben, moi, j'annonce la couleur au premier entretien déjà. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez moi, déjà, l'entretien est hyper important. Il y a des questions qu'il faut poser pour vous rendre compte qui vous avez en face. Moi, je pose toujours une question importante. Je dis, qu'est-ce qu'ils font tes parents comme métier, tu vois? Quand on me répond, mes parents, c'est des agriculteurs, je dis, tu peux commencer tout de suite, tu vois, parce qu'ils ont la valeur du travail. Et ça, pour moi, c'est hyper important. L'éducation. Qui t'a éduqué? D'où tu viens? Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Qu'est-ce qui t'a fait jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Ensuite, j'ai fait toujours un jour d'essai. Viens faire un jour d'essai. On va travailler ensemble en cuisine. Tu es payé un extra. Voilà, comme ça, on voit qu'est-ce que tu vaux vraiment. Et à partir de là, on s'assoit à table après, on discute des comment on peut collaborer ensemble, si on se plaît. Parce que peut-être tu peux, l'effet contraire, ne peut pas aimer la façon que moi j'ai travaillé. Et en tout cas, oui, ça c'est un problème, mais ce problème-là est dû, je donne la faute aussi à la télévision, hein, à Top Chef. Je n'ai fait partie, ça m'a aidé pour être connu du grand public, mais je pense qu'aujourd'hui, ça cause aussi des problèmes parce que les personnes, les jeunes, sautent des étapes qui avant étaient obligatoires. Moi, j'ai fait... pendant 3 ans, j'étais commis. Pendant 4 ans, j'étais demi-chef des partis. Après, j'étais 3 ans sous-chef avant de devenir chef de cuisine. Aujourd'hui, on est commis, chef de cuisine. Tu vois, c'est ça le vrai problème. Mais ça s'explique aussi par un manque de main-d'œuvre. C'est-à-dire que vu qu'on manque de main-d'œuvre, les premières tombées, oui, viens, je te mets chef, t'inquiète. Donc en fait, c'est aussi un peu notre faute à nous parce que la sélection, on l'a fait aussi pas dans les bonnes conditions. Après, il y a des bureaux qui peuvent vous accompagner. Il y a des chasseurs de tête qui font très bien leur métier. Moi, je passe aussi par eux pour avoir les bons chefs de cuisine, les bons chefs de cuisine, les bons directeurs de salles. Et pour tout ce qui est commis, les stagiaires, je les fais évoluer, les apprentis, je les fais évoluer. Voilà. Oui. Bon, là, on m'a dit, ça y est, c'est fini, désolé. Ah, alors, mince. si des personnes veulent encore parler avec Denis, je pense qu'à Oui. à l'extérieur de Je la le mets salle, juste pour sur le que côté à droite, la si vous prochaine voulez. conférence puisse prendre le relais. On est Ça marche. désolé, c'était un peu court, mais merci Grazie beaucoup, ragazzi, Denis. merci beaucoup.